Très bien. Donc, on va lancer cette session de pitch sur différentes solutions pour exploiter son potentiel géothermique. Donc, je passe la parole à Madame Chounier de la société Géosophie. Merci bien. Oups. Alors, l'objectif premier, c'est décarboner de façon à acquérir également une souveraineté énergétique, ne plus dépendre de nos amis exporteurs de gaz. Et pour ça, la géoénergie, qui consiste à aller dans le sol à quelques mètres de profondeur, là où il règne toute l'année la même température, peut permettre de faire à la fois du chauffage et du rafraîchissement. En réduisant énormément les consommations, on peut les diviser par 4 et en réduisant énormément également les émissions carbone qu'on divise par 10. La France s'est donné comme objectif ambitieux celui de multiplier par 20 cette technologie d'ici 15 ans et par 3 d'ici 2030. On estime qu'on pourrait couvrir la moitié de nos besoins au total en chauffage et en rafraîchissement, mais aujourd'hui c'est extrêmement niche, ça ne représente qu'1%. Et on est très en retard par rapport à certains pays d'Europe du Nord, comme la Suède, dans lequel c'est déjà le quart de leurs bâtiments qui sont équipés. Pour pallier à rattraper ce retard, nous avons développé au sein de Géosophie, qui est une entreprise qui a bientôt 7 ans, une entreprise innovante qui développe à la fois des outils logiciels et les services qui vont avec pour accompagner les clients à chacune des étapes. La première, c'est un outil qu'on a développé qui permet de faire ce qu'on appelle une analyse d'opportunité sur un patrimoine. On le fait aujourd'hui, par exemple, pour Action Logement. On travaille pour la totalité de leurs filiales de façon à cartographier l'intégralité des sites qui peuvent être intéressants ou pas pour cette technologie, avec des critères financiers et des critères techniques aussi et environnementaux. Ensuite, on travaille en analyse de faisabilité qui est extrêmement codifiée par l'ADEME. Parce qu'elle prend en charge entre 50 et 80% des montants de cette étude-là. Puis, on accompagne nos clients sur la maîtrise d'œuvre et on a enfin développé un outil de suivi d'exploitation parce qu'il y a beaucoup d'installations qui ont souffert du manque d'expérience des mainteneurs qui ne connaissent pas du tout cette technologie et de ce fait ne savent pas comment bien l'exploiter. Oups. Ah. Pour faire ça, on s'appuie sur différents logiciels qu'on a développés qui sont propriétaires. Donc un outil qu'on appelle Géosophie Insight, puis 2 outils de design et de review et un de contrôle. Donc ça fait, je disais, bientôt 7 ans qu'on travaille. On a historiquement commencé sur des bâtiments de foncières, donc plutôt bureaux haut de gamme parisiens dans des contextes très compliqués. Et on a élargi notre offre aux logements sociaux et aux grandes surfaces pour lesquels la géothermie est une opportunité vis-à-vis de la loi APER. C'est une façon de faire autrement de l'énergie renouvelable sur un parking. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette technologie, sur nos services, sur notre approche. Oui, nous sommes spécialisés dans la géoénergie, donc la géothermie de surface, qui en France va jusqu'à des profondeurs de 200 mètres et peut être utile à la fois pour du chauffage et du rafraîchissement. Oui, à la fois sur nappe et à la fois sur sonde, à la fois sur mur, c'est-à-dire des puits canadiens hydrauliques. On est agnostique en termes de solutions. On calcule également les solutions qui récupèrent la chaleur sous le bitume. Alors, il y a une discussion encore sur la loi APER parce que le décret final n'est pas encore paru. Dans le premier article de la loi APER, il est mentionné qu'on peut produire une autre source d'énergie renouvelable. Mais à date, ça n'a pas été encore listé. Et l'explicite, en fait, il faudra faire un mix. Là, on l'a fait pour un premier client, Leclerc en l'occurrence. Il faut faire un mix entre PV et géothermie pour maximiser l'autoconsommation. Donc éviter de mettre trop de PV qui servirait ensuite à revendre de l'électricité. Mais le mot de la fin reste encore à trouver avec les autorités qui n'ont pas finalisé les décrets. Ouais. Alors aujourd'hui, nous travaillons spécifiquement sur plutôt le en B2B.
Je vois que vous êtes d'Egis. Le contrat d'action logement, on le fait ensemble avec Egis en fait. Donc, voilà. Mais les particuliers, c'est une autre problématique, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut trouver des foreurs qui sont d'accord. Vous poserez la question à nos collègues. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors non, effectivement, on était incubés à l'ENSAM, aux Arts et Métiers, boulevard de l'Hôpital, mais désormais nous sommes à Malakoff, au sud de Paris, juste au sud. Merci à tous pour votre attention. Je laisse quelques cartes si certains les veulent. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer le micro à Monsieur Loire de G2E Développement. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Olivier Loire, donc le directeur général d'EG Développement. EG, c'est Eau, Géothermie, Énergie, Environnement. On existe depuis 2007, donc ça fait presque 20 ans qu'on est présent dans les Hauts-de-France. 80% de notre activité sont des activités liées à des projets de maîtrise d'œuvre en géothermie. On va accompagner les maîtres d'œuvre ou les maîtres d'ouvrage sur la mise en place d'installations de géothermie assistées par pompe à chaleur. Donc aujourd'hui, depuis 2023, on s'est rapproché aussi d'un bureau d'études parisien qui s'appelle Stratégie au Conseil. Donc on a 4 agences en France, une à Lille, une à Paris. On va avoir une agence également à Nantes et à Strasbourg. On va ouvrir une nouvelle agence sur Caen en juillet prochain. Et tout cumulé, donc on a une trentaine d'ingénieurs, géologues et hydrogéologues. Donc nos domaines de compétences sont les géosciences. Donc on va faire aussi bien de la géothermie qu'on va assister aussi les constructeurs s'il y a des problématiques de gestion d'eau en phase de construction, donc des problématiques de rabattement de nappe. On va faire des études pour dimensionner ces rabattements de nappe. On va aussi faire tout ce qui est accompagnement réglementaire de déclaration de forage, aussi bien en géothermie qu'en forage d'irrigation ou en forage de rabattement de nappe. Il faut savoir que ces forages-là sont soumis également au code dans l'environnement. La géothermie, c'est exclusivement le code minier, mais pour tout autre usage, on est essentiellement sur le code de l'environnement. Et on va accompagner les maîtres d'ouvrage aussi si je reviens sur la géothermie, sur les dossiers d'accompagnement de subventions. Comme a dit Alice tout à l'heure, en fait, les études sont fortement aidées par l'ADEME. Alors c'est entre 50 et 70% de subventions sur les études de faisabilité. Donc l'étude de faisabilité prend en compte le bureau d'études sous-sol qui va identifier le potentiel, le bureau d'études thermiques, parce que c'est nécessaire d'en avoir un qui va lui dimensionner les besoins de l'installation, et éventuellement le premier forage qui sera créé. Et donc nous, on est là pour vous accompagner dans le montage de ces dossiers, en sachant que l'ADEME finance aussi les travaux, et pour couvrir, ça couvre à peu près 30 à 40% des dépenses liées au projet de géothermie. Donc pour compléter un peu ce qu'a dit Alice, les domaines d'application de la géothermie très basse énergie sont très vastes. On va travailler aussi bien sur des équipements publics type hôtel, école, des groupes scolaires. On va faire des data centers. Les data centers en géothermie, c'est très rentable parce qu'en fait, on va faire ce qu'on appelle du géocooling. On ne va pas avoir besoin de pompe à chaleur. On va juste faire un échange thermique quasi direct entre le sous-sol et le data center. On va pouvoir faire aussi des complexes sportifs, des centres aquatiques. Les piscines sont aussi des cibles très intéressantes pour la géothermie. Parce qu'en fait, la géothermie, c'est une énergie qui coûte cher. Donc en fait, il faut trouver des projets qui sont très énergivores. Et plus le projet sera énergivore, plus le temps de retour sur investissement sera court. On va travailler sur des hôpitaux aussi. Actuellement, on travaille sur l'hôpital de Lens. On fait aussi l'hôpital de Nantes. On travaille sur des résidences collectives, des bâtiments industriels aussi. L'industrie commence à s'intéresser fortement à la géothermie. On peut faire beaucoup de choses en géothermie, même chez les industriels. Voilà, tout ça pour dire que les domaines d'application en géothermie très basse énergie sont très très intéressantes et très vastes. Ce qu'il faut retenir, on peut faire de la géothermie sur 95% du territoire en France. Il y a des contraintes qui sont
rédhibitoires, comme les périmètres de protection de captage d'eau potable, où là, la réglementation nous interdit de faire des forages la plupart du temps. Donc elle est locale, on va décarboner, évidemment, c'est une technologie qui permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, elle est rentable, on va avoir des temps de retour sur investissement compris entre 5 et 15 ans. Elle est invisible, voilà. Et la température du sous-sol étant constante toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, on a une performance des installations qui va être constante toute l'année. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc je m'appelle Christophe, moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le forage géothermique. Les 2 interventions précédentes ont montré la théorie et là on va basculer plutôt dans la pratique. Donc Géosophie et EG sont des partenaires historiques de la société Drillit. On va parler du coup de géothermie de surface qui est l'objet de la présentation. Mais pour vous resituer un peu le contexte, je vais vous présenter rapidement le groupe Arverne qui est un groupe en fait pluridisciplinaire dans l'exploitation du potentiel des géoressources. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, on a tout dit. Donc concrètement, c'est un groupe qui va, à travers ses différentes filiales, exploiter l'énergie géothermique du sol. Ça peut être de la géothermie profonde sur des aquifères qui sont bien connus dans le bassin parisien, par exemple, ou sur d'autres secteurs, comme l'aéroport de Roissy qui a été fait en géothermie sur le Doguer. Ça peut être de la construction, de l'exploration, du financement, du cofinancement pour des réseaux de chaleur. Ça peut également être de l'extraction de lithium géothermal dans les saumures alsaciennes. Et ça peut du coup être aussi de la géothermie de surface. Alors la géothermie de surface, vous l'avez compris, c'est la géothermie entre 0 et 200 mètres qui peut être mise en œuvre grâce à une pompe à chaleur. Vous pouvez tout faire, tous les sous-sols sont forables et tous les sous-sols sont géothermiquement exploitables. Il n'y a pas de limite à la bonne volonté, on peut en faire quasiment partout et pour tout type de bâtiment. Du neuf, de la réno, de l'habitat individuel, du logement collectif, du tertiaire, de l'industrie. On voit des applications géothermiques partout et sur tout type de bâtiment. Nous, on est une société assez jeune. Moi, je fais ça depuis une quinzaine d'années, mais la structure Drillit a réalisé à peu près 90 000 mètres linéaires de sondes géothermiques en un peu moins de 3 ans, avec des opérations du coup entre 100 et 200 mètres par ouvrage. Donc c'est une activité qui est actuellement en pleine croissance en France et qui répond aux besoins de souveraineté énergétique qui s'est très affirmé depuis la crise ukrainienne. Voilà, ils vous ont montré avant la théorie. En pratique, c'est relativement simple en fait. On fait du TP, du BTP, on peut voir ça comme ça. On assimile vraiment la géothermie profonde à quelque chose d'assez exploratoire ou complexe, assimilé à du forage pétrolier. Mais pour la géothermie de surface, on est sur des machines qui sont mobiles, qui vont venir faire des ouvrages, donc généralement entre 100 et 200 mètres. Et puis, c'est quelque chose qu'on vient dupliquer. Donc, soit vous avez de la géothermie sur nappe si vous avez accès à un aquifère sous les pieds, auquel cas il faut l'exploiter, il ne faut pas s'en priver. Et si vous n'avez pas d'eau, les hydrogéologues vous diront de basculer sur une solution en sonde géothermique. Donc la sonde géothermique, c'est un échangeur vertical qui va permettre de récupérer la chaleur du sol. C'est un tube tout simplement qui descend et qui remonte 2 fois. On va faire circuler de l'eau et de l'antigel et on va venir récupérer les calories du sol. Cet ouvrage est cimenté et il va récupérer une certaine quantité d'énergie. Puis on va dupliquer ou réitérer l'opération jusqu'à avoir la bonne couverture géothermique du projet. L'avantage de cette géothermie, c'est qu'elle peut couvrir tous les besoins de chauffage, de rafraîchissement et de CS ou traiter seulement une partie et puis mettre une espèce de bivalence. C'est l'intérêt de la géothermie, c'est que vous pouvez la calibrer. En fait, le but, c'est de définir la bonne couverture géothermique pour avoir le retour sur investissement et le gain carbone souhaité. Donc on peut un petit peu la doser à souhait pour faire quelque chose d'intelligent. Donc c'est quelque chose, comme dit, qui se met en œuvre dans des travaux de construction. On peut le mettre sous le bâtiment ou autour du bâtiment. On vient installer une foreuse. On va forer jusqu'à 100 ou 200 mètres avec des trains de tiges et des trains de tubes. On évacue nos bouts pour faire un chantier propre. On travaille avec 2 ou 3 compagnons par ouvrage. Et puis après, on va venir accorder ces sondes géothermiques sur une nourrice, un collecteur géothermique qui va après alimenter la pompe à chaleur. Donc c'est quelque chose de tout à fait maîtrisé, une technologie qui est éprouvée. Les innovations qu'on trouve sont plutôt liées, comme dit, aux tendances du moment. La géothermie était assimilée au chaud, on en fait aujourd'hui du froid. On peut mutualiser, de quoi as-tu besoin, de quoi avez-vous besoin, de quoi j'ai besoin, est-ce qu'on peut composer ensemble pour accorder les bâtiments, essayer d'optimiser les CAPEX pour avoir des OPEX qui sont plus pertinents. Et puis les solutions aussi de stockage qu'on a vu avant qui ont été évoquées par Alice. Donc rafraîchissement, stockage, mutualisation, c'est un peu les enjeux du moment qui répondent, comme je l'ai dit avant, parfaitement aux problématiques de crise ukrainienne et d'approvisionnement en gaz. Donc le slide, c'est un peu le même que ce qu'Olivier a présenté avant. C'est mon slide de synthèse, hein. Ça reprend ce que je suis en train de dire, c'est tout ce qu'on peut faire. Le sujet est mature, la technologie aujourd'hui elle est éprouvée, on peut déployer ça massivement sur tout le territoire.
On fait du chaud, du froid, de l'eau chaude, du couplage avec d'autres formes d'énergie, soit pour traiter des appoints, on peut le faire aussi avec du gaz, comme ça c'est beaucoup fait, soit avec de la pompe à chaleur air-eau. On peut aussi coupler avec du solaire thermique ou un data center, de la fatale, n'importe quelle forme de chaleur extérieure pour faire du stockage intersaisonnier et de la régénération de sous-sol. Vous occupez finalement une emprise foncière qui est relativement restreinte si on fait des forages sous le bâtiment. Vous avez forcément une solution qui est au top, c'est la Rolls en termes d'empreinte carbone, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Vous n'avez pas d'impact visuel et sonore, c'est un réseau qui est enterré, vous ne voyez pas. C'est un peu d'ailleurs le problème de la géothermie, c'est que beaucoup de bâtiments sont équipés et vous ne le voyez pas. Et puis bien sûr, vous avez aussi la possibilité de rafraîchir avec un niveau de performance plus accru que les systèmes traditionnels. Comme vous le savez, généralement, quand on climatise, on va avoir tendance à réchauffer l'air ambiant. La géothermie va vous permettre de lutter contre cette montée en température des zones urbaines et donc éviter le développement des îlots de chaleur urbains. Donc voilà, c'est la solution qui est vraiment polyvalente, stable, pérenne. Et très sincèrement, quand on pense géothermie, en fait, on pense longévité. On ne se lance pas dans un projet de géothermie pour avoir un COP qui est bas ou pour avoir une approche qui est court-termiste. On est vraiment sur quelque chose de périn et de performant. Voilà. C'est tout. Je vous remercie. Est-ce que ce micro marche aussi? Ouais, vous m'entendez? Super. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour votre intervention. Quelle est la durée de vie ? Quelle serait la durée de vie d'un de vos systèmes PAC RR? La question de la durée de vie, c'est une très bonne question. La durée de vie moyenne d'une pompe à chaleur sur vecteur R en France, c'est 17 ans. Sur une PAC monobloc géothermique, on est sur 26 ans. La durée du capteur, aujourd'hui, les sondes géothermiques, elles sont garanties une cinquantaine d'années. La molécule de PE, elle est brevetée sur un siècle. Donc vous avez aujourd'hui un ouvrage qui va avoir une durée de vie similaire à celle du bâtiment. Aujourd'hui, on bâtit pour un demi-siècle à un siècle. Donc vous allez être amené à remplacer vos pompes à chaleur, mais vous ne toucherez jamais à vos ouvrages en sous-sol. Concernant la géothermie sur nappe, c'est pareil, sous réserve d'avoir une maintenance un peu plus fine. Vous avez des contraintes dans l'eau qu'on retrouve moins dans le sous-sol. Donc on est sujet à moins de maintenance en sonde géothermique, c'est d'ailleurs un gros avantage. Et en géothermie sur nappe, ça tient tout aussi longtemps si c'est bien entretenu. Donc voilà, sécurité et pérennité. Donc le système qui est changé le plus rapidement, en fait, c'est celui qui vient souffler l'air froid dans le bâtiment. C'est celui-là qui va être renouvelé. En fait, pour remettre un petit peu de vocabulaire, on va parler de capteurs pour ce qui est enterré, de générateurs pour ce qui produit la chaleur et d'émetteurs pour ce qui diffuse. Donc sur la partie émetteur, vous avez différentes choses. Vous avez du plancher chauffant, des radiateurs, des ventiloconvecteurs, des cassettes, des poutres climatiques. Vous avez pléthore de solutions pour émettre la chaleur. Ce qu'il faut prioriser, si on fait du neuf et qu'on part d'une feuille blanche, c'est mieux comme ça ? Ah pardon. Ce sont des émetteurs idéalement réversibles et basse température qui vont permettre d'optimiser les rendements de la géothermie. Si on fait que du chaud, ça fonctionne. Si on fait du chaud et du froid, on comprend qu'on se rapproche d'une forme d'équilibre énergétique et donc c'est mieux. Maintenant, la rénovation des émetteurs, non, c'est pas un sujet. Il n'y a pas un surcoût. Tu vas intervenir sur ça ? Parce qu'effectivement, sur les régimes de température, Christophe a raison, en géothermie très basse énergie, le sujet, ça va être ça. On va avoir des rentabilités, des rendements qui vont être plus importantes, plus on va être bas en température. Donc le plancher, il est très intéressant pour ça, parce qu'on va travailler à 35 degrés. Là où sur du radiateur, même basse température, on va plutôt être vers 50-55 degrés. Donc en fait, c'est à ça qu'il faut faire attention. Donc quand on fait des projets de géothermie, le sous-sol, c'est important, la pompe à chaleur, c'est important. Mais généralement, nous, on demande à ce qu'on rentre dans le bâtiment aussi pour vérifier que les émetteurs sont de bonne qualité, ils sont capables de travailler en très basse énergie. En retour d'expérience, on a déjà travaillé sur des manoirs avec des vieux radiateurs fonte. Et c'est des bâtiments qui ont une très grande inertie et on s'aperçoit qu'on peut couvrir une grande partie des besoins sans toucher les émetteurs. Parce qu'en géothermie, généralement, on ne va pas chercher à couvrir 100% des besoins. Économiquement, ce n'est pas forcément intéressant et techniquement, c'est à voir. Donc en fait, généralement, à 50% de la puissance, on va couvrir 80% des besoins. C'est des ratios qu'on présente généralement pour limiter l'investissement.
Et du coup, ça s'intègre parfaitement dans cette politique de pluralité ou de mix énergétique où on vient composer en fait avec l'existant et on n'est pas des ayatollahs de la géothermie. Ce qu'on veut, c'est juste le faire là où ça fait sens et quand c'est opportun. Voilà. Donc souvent, comme dit, travailler avec les énergies existantes ou des énergies complémentaires, c'est bien avec la géothermie. Et je voulais faire un complément. Donc oui, les régimes basse température, c'est très bien. Les émetteurs basse température réversibles, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais chez le particulier, on est souvent équipé de radiateurs et ça fonctionne très bien. Moi, à mon actif, j'ai plus de 1300 référents géothermiques, dont 800 particuliers à peu près. Ils sont quasiment tous équipés de radiateurs pour faire du chaud et ça fonctionne très bien. La tendance du moment, c'est qu'il y a une migration de l'activité du particulier vers les marchés tertiaires et autres. Avant, ils ont été évoqués les écoles, les EHPAD. Ces deux bâtiments, on voit énormément de géothermie. Finalement, c'est là où on va protéger les plus faibles, les plus jeunes et les plus âgés. Ou des bâtiments, on a régulièrement des émetteurs réversibles où on peut traiter les besoins de chaud et de froid. Donc là, on est dans une situation parfaite pour la géothermie. Mais comme je disais avant, on peut en faire pour tout type de bâtiment, quoi. Il y a une partie OPEX à renouveler régulièrement, sous quel délai? Les OPEX, ils sont sur la maintenance de la pompe à chaleur et puis le changement des pièces, si vous percez l'évaporateur ou si un compresseur a changé ou quelque chose comme ça. Comme je disais, en géothermie sur nappe, vous avez un peu plus de maintenance sur l'entretien des puits. Après, une géothermie sur sonde, de base, vous ne pouvez même pas remplacer les sondes géothermiques puisqu'elles sont cimentées. D'où l'importance d'avoir une bonne maîtrise d'œuvre qui va vérifier ce qui est fait et une bonne boîte de forage pour vous assurer que c'est conforme au référentiel de mise en œuvre. Mais vous ne pouvez pas les remplacer, les sondes. Donc, vraiment, non, il n'y a pas de coût complémentaire. Mais votre question est bonne parce que souvent on raisonne en CAPEX versus payback et on regarde le retour sur investissement bêtement alors qu'il faut raisonner en LCO, en coût global. Donc prendre les coûts de consommation et les coûts potentiels de rénovation des générateurs pour voir comment est-ce que ça s'illustre dans le temps. Et quand on raisonne objectivement en coût global, on se rend compte que les retours sur investissement sont beaucoup plus sexy que sur une approche basique investissement versus retour sur investissement par rapport à ma solution de référence qui est souvent le gaz, quoi. Voilà.